Bonjour, c'est Didier Pénissa. Alors, aujourd'hui, on va parler de la mémoire. La mémoire, tout le monde s'en sert. Vous, moi, vos proches. Et c'est peut-être quelquefois une source de soucis quand il s'agit de retenir une information, de retenir un cours, de se former, d'apprendre quelque chose, d'ajouter des savoirs. Tout ça fait que la mémoire va être un élément prépondérant pour justement réussir cette approche et quelquefois ces défis de pouvoir retenir. Bon, je peux vous en parler parce que j'ai souffert pendant ma jeunesse d'un problème de mémoire très important. Je devais passer 5-6 fois plus de temps que mes camarades de classe pour apprendre la même chose, alors que manifestement j'avais pourtant la motivation d'apprendre, comme tout le monde, mais manifestement ma mémoire, au départ, je pensais, ne fonctionnait pas bien. Et puis, je me suis concentré sur tout ce qui existait sur le sujet pendant mon adolescence, et j'ai découvert qu'en fait la mémoire était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait, et qu'en réalité il y a beaucoup de gens, c'était mon cas, mais peut-être allez-vous vous retrouver dans ce schéma, comme un effet miroir, il y a beaucoup de gens qui, en fait, dans leur mémoire, n'ont pas l'outil et le mode d'emploi de leur mémoire. Il y en a d'autres, presque instinctivement, naturellement, ils savent l'utiliser, et puis il y en a d'autres, c'est pas le cas. Le problème, c'est que notre mode éducatif ne nous enseigne pas comment fonctionne notre mémoire. Alors c'est bien dommage, parce que on laisse sur le côté des milliers de gens, souvent en échec. Alors ça peut être en échec scolaire, mais ça peut être après dans des niveaux professionnels, là encore, quand il s'agit de se former, parce que on est dans un monde où il faut constamment remettre en cause nos données, nos savoirs, et la mémoire, bien évidemment, si elle fait défaut, si elle pose problème, elle va avoir un impact négatif sur vos résultats, vos progressions. Je vais vous donner aujourd'hui 3 moyens, 3 outils, 3 conseils qui vont vous aider à vraiment optimiser votre mémoire. Vous allez voir, ils sont relativement simples à mettre en application. Vous n'avez pas besoin de vous, de travailler intensément votre mémoire pour ça. C'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en application de manière immédiate. D'abord, le premier principe, c'est que votre mémoire fonctionne très bien. Elle est déjà, en fait, beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginiez. Je vais simplement vous faire une prise de conscience de quelques instants. Imaginez que, aujourd'hui, vous pensiez que votre mémoire vous fait défaut, qu'elle ne fonctionne pas très bien. Je voudrais que vous preniez conscience de tous les savoirs, de toutes les connaissances, de toutes les informations, de tout ce que vous avez appris, lu, entendu, perçu depuis votre naissance. Alors bien sûr, il y a des choses qui vous ont échappé, sans doute oubliées. Encore qu'il y a une mémoire qu'on appelle une mémoire dite subconsciente, qui elle est une sorte de stockage quasiment infini de savoir. C'est-à-dire que finalement, à l'âge de 3 ans, quand vous étiez dans les jupons de votre maman, vous pouviez vous pouvez encore avoir en mémoire le souvenir de la couleur de sa robe, par exemple, si elle avait une robe ce jour-là, ou si elle vous portait sur vos genoux. Parce qu'il y a une partie de votre subconscient qui enregistre absolument tout. Alors, cette mémoire subconsciente, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, elle existe et il est possible d'y accéder. Il y a plusieurs méthodes pour y parvenir, notamment certaines techniques d'hypnose, d'approche hypnotique. Mais sachez quand même que si vous faites une introspection dans votre conscience de tout ce que vous vous souvenez dans votre vie, ce soit bien aussi bien des mémoires de procédure, c'est-à-dire de savoir, par exemple, si vous conduisez votre voiture, savoir que on met sa ceinture, on regarde le rétroviseur s'il est bien placé, on débraye, etc. Ce sont des mémoires qu'on appelle de procédurales, parce que ce sont des procédures, vous en avez énormément. Lasser vos chaussures, savoir manger, ce sont des procédures, vous lavez les dents, tout ça sont des procédures. Aller à un endroit, votre travail, le lieu, etc. Trouver l'itinéraire. Et puis il y a d'autres mémoires, il y a des mémoires émotives, c'est-à-dire des sensations, des perceptions que vous avez perçues, notamment par exemple à un moment important de votre existence. Je ne sais pas, moi, si par exemple on vous a félicité un jour,
eh bien vous avez, en gardé ça en mémoire, vous avez même gardé mieux que ça, vous avez même gardé les émotions, les sensations et toutes les perceptions qui vont avec. Donc, vous vous rendez compte ce que peut représenter, si on pouvait le transformer en termes de données informatiques, eh bien, on a estimé qu'on pourrait remplir l'équivalent pour une seule personne d'un ordinateur les plus puissants qui existent au monde, un serveur, eh bien, même les serveurs qui rempliraient les plus grandes tours qui se trouvent, par exemple, à New York, eh bien, ça ne suffirait pas pour un seul individu. Donc, si on étalait toutes ces connaissances, tous ces savoirs, toutes ces expériences que vous avez faites et que vous avez encore conservées en mémoire, du petit détail, simplement le souvenir d'un parfum, je ne sais pas, d'une fleur que vous aviez cueillie quand vous étiez enfant, à aujourd'hui le souvenir peut-être des vacances, du sable chaud que vous avez touché à un tel endroit sur tel plat, peu importe, et même des expériences plus ou moins agréables, l'étalage de ces savoirs remplirait des milliers d'hectares. Votre mémoire est déjà d'une puissance considérable. Alors ce que je vais vous demander en premier lieu, c'est d'abord de lui faire confiance. Ça, c'est le premier élément. Il y a, dans les années qui ont suivi les années 70, il y avait donc un professeur, le professeur Georgi Lozanov, qui en Bulgarie a mis au point une méthode qui permettait d'accéder à un état d'hypermémoire. Si ça vous intéresse, je mets le lien en bas, qui est une méthode qui permettra cela, si ça vous intéresse. Mais néanmoins, il s'est aperçu que lorsque un étudiant pouvait, si vous voulez, apprendre quelque chose, si son état psychologique était préparé auparavant, c'est le premier conseil que je vous donne, eh bien on pouvait augmenter de moitié en plus sa capacité de mémorisation. C'est énorme. C'est-à-dire que c'est quasiment immédiat, instantané. Et il a découvert, ce professeur, que si on préparait psychologiquement la personne à cet état de conviction intime, que sa mémoire va bien fonctionner, en tout cas qu'elle fonctionne déjà très bien, eh bien effectivement le coefficient de mémoire augmente de manière très importante, je vous dis 50% supérieur. Alors comment on y parvient ? La première chose, c'est de ne pas s'auto-condamner à penser qu'on va rencontrer des difficultés si on doit par exemple chercher à mémoriser, apprendre, à travailler tel ou tel point. Au contraire, on doit faire en sorte que la préparation psychologique soit orientée comme une sorte de porte qui s'ouvre. Et cette porte qui s'ouvre, c'est la manière dont notre propre schéma de discussion intérieure, c'est-à-dire notre propre dialogue intérieur, se produit. Et le professeur Lozanov disait à ses élèves, alors soit il le suggérait, c'est-à-dire qu'il le disait carrément, ou il le faisait dire, ce qui est encore plus autonome, et je trouve que c'est la meilleure des méthodes. Alors il leur faisait dire des expressions, des affirmations, comme par exemple « ma mémoire est de plus en plus fiable ». Ou par exemple, il m'est de plus en plus facile d'apprendre et de retenir ce que mes cours. Ou je me concentre facilement. Ou je me concentre de mieux en mieux. Ma mémoire est fiable ou de plus en plus fiable. Tout ce que je lis et entends, je le retiens de façon infaillible et indélébile. Etc. etc. Et cette préparation, eh bien, il la faisait faire pendant à peu près une dizaine de minutes, assez dans un état plutôt de détente, c'est-à-dire que ces étudiants se détendaient, se relaxaient pendant quelques instants, et puis à ce moment-là, si vous voulez, ils se suggéraient ce genre d'affirmation, et comme je vous dis, ça ouvre des portes, ça ouvre des champs de la mémoire. En revanche, il avait fait des tests lorsque on ne le faisait pas, ou au contraire qu'on avait des doutes sur notre propre mémoire. Par exemple, c'est peut-être votre cas, mais par exemple, si la personne avait tendance à se dire « oh, j'y arriverai pas, ça va être difficile, oh, puis ma mémoire ne fonctionne pas bien, j'ai vraiment une mauvaise mémoire, oh, tout ça à apprendre, j'y arriverai jamais, etc. » Dès là,
on faisait des tests, ce qu'on appelle d'empan de mémoire. Alors ça, c'est l'empan de mémoire, c'est en fait une sorte d'évaluation très facile, très, très simple, et je dirais même scientifique, qui permet tout de suite d'évaluer le niveau de la mémoire. Et là, on voyait que eh bien, les sujets qui ne faisaient pas ça, eh bien, systématiquement, avaient un niveau de mémorisation qui pouvait aller jusqu'à moitié moins. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle les capteurs sensoriels. Alors les capteurs sensoriels, c'est quelque chose qui est assez peu connu dans le domaine de la mémorisation, en tout cas de son efficacité. Les capteurs sensoriels, eh bien, comme son nom l'indique, ce sont nos sens. Alors le premier qui nous fait penser, c'est par exemple si vous nous regardez, vous écoutez, ben, il y a l'auditif, l'œil, etc., et fait que vous utilisez vos capteurs sensoriels. Alors le capteur sensoriel, dans le rôle de la mémoire, il est très important. J'attire votre attention sur ce point. C'est-à-dire que lorsque une information est apprise, une information que vous voulez apprendre, que vous voulez retenir, eh bien cette information, avant qu'elle arrive dans la mémoire, qu'elle soit stockée en quelque sorte par nos capacités neurologiques, nos connexions neurologiques, vous savez que les neurones ont cette capacité en fait d'accumuler des informations, et nos neurones sont justement les lieux de stockage. Mais vous imaginez que quand vous allez dans un magasin, vous allez faire vos achats, vous allez acheter vos légumes, les fruits, bah, ils ne sont pas arrivés dans le magasin du jardin potager au magasin. Il y a eu un transport. Bon. Et ce transport a été fait par des camionneurs, etc. Eh bien, l'information que vous voulez mémoriser, j'attire votre attention là-dessus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que entre ce que vous voulez retenir, mémoriser, et ce que vous allez stocker dans vos neurones, il y a ce transport qui se fait. Or, on sait aujourd'hui qu'on perd souvent, dans beaucoup de situations, près de 60%, on peut aller jusqu'à 60% de perte de ces informations au moment d'arriver au stockage. Il ne faut pas vous étonner que votre mémoire ne vous semble pas fiable. Parce que les capteurs sensoriels jouent ce rôle de transport. En fait, ce sont les transporteurs de l'information. Mais si vous en perdez sur la route 60% des légumes, et quand on arrive au magasin, il y en a 60% en moins. C'est un fait, c'est incontestable. Eh bien, c'est exactement pareil pour la mémoire. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour que les capteurs sensoriels n'aient pas ces pertes d'informations? Ben, c'est très simple. Eh bien, la lumière, par exemple, lorsque vous lisez quelque chose, eh bien, si vous lisez un guide, un ouvrage, un cours, eh bien, vous allez apporter un éclairage directement sur le livre, la feuille à apprendre, les documents que vous voulez apprendre et mémoriser. Pas vis-à-vis de vous, mais sur la partie texte, par exemple. Et vous allez constater que le processus de mémorisation va se faire bien mieux. C'est-à-dire que le lendemain ou le surlendemain, lorsque vous allez devoir faire un rappel de votre mémoire, vous allez constater que votre mémoire a retenu pratiquement tous les éléments ou les informations les plus importantes que vous vouliez retenir. En revanche, si vous ne mettez pas cette lumière, eh bien vous allez avoir des difficultés vraiment des difficultés importantes à vous souvenir, et il y aura des blancs, il y aura des zaps, il y aura des informations qui vous auront échappé, parce que justement, pendant le transport, cette luminosité que vous pensiez peut-être suffisante, a priori, parce que vous la voyez, vos yeux arrivaient à détecter ça, eh bien en réalité, vous ne l'avez pas pleinement stocké, il y a eu des pertes. Le transport a perdu des informations. Si on améliore l'éclairage, et qu'on met un éclairage directement sur la feuille, eh bien là, les pertes sont quasiment proches de zéro. Alors je ne dis pas que vous allez tout vous souvenir, mais en tout cas, vous allez vous souvenir bien mieux. Comme je vous dis, on peut aller jusqu'à 60% d'amélioration, et dans certains cas, au niveau de l'empan de mémoire, on peut augmenter de 40% l'empan de mémoire de manière automatique. C'est valable avec la grosseur, par exemple, des lettrages. On a noté que les capteurs sensoriels, lorsqu'ils voyaient les choses écrites en un petit peu plus gros, eh bien c'était pareil, le phénomène avait tendance à s'amplifier et de ne pas avoir de perte. Sur le plan auditif, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si par exemple vous enregistrez, comme beaucoup maintenant le font, avec des petits lecteurs portables, les cours,
eh bien, très souvent, l'enregistrement est de mauvaise qualité, c'est-à-dire que véritablement, il y a une perte d'audition. Si on enregistre et qu'on met un peu plus fort que d'habitude le cours, eh bien, vous augmentez là encore l'information du capteur sensoriel, en l'occurrence le système auditif, pour que ces informations soient transportées aux neurones et les restituent de manière beaucoup plus fiable. Enfin, un des derniers conseils que je vous apporte, c'est celui, si vous voulez, de la concentration et de la nécessité de concentrer sa pensée pendant que l'on étudie. Ordinairement, on dit dans le domaine de la mémoire que la concentration, c'est le burin de la mémoire. Eh bien, c'est tout à fait exact. Burin, c'est un outil qu'utilisent notamment, par exemple, des maçons pour arriver à casser, par exemple, une pierre très dense et très solide. Eh bien, lorsque l'on est concentré, ce qui se passe sur nos informations que l'on veut acquérir, c'est un peu comme si vous allez aiguiser, par exemple une surface, et bien évidemment, elle va devenir piquante et tranchante, et elle va pouvoir pénétrer profondément. Eh bien, si votre concentration est affûtée, les informations et les données, les cours, les savoirs que vous voulez acquérir et mémoriser vont pouvoir justement entrer profondément dans les zones du cerveau qui sont liées à l'apprentissage et notamment de la mémoire. Alors vous me direz, comment faire pour mieux se concentrer si par exemple c'est votre problème numéro 1 ? Eh bien, je vais vous donner ici quelques pistes, mais vraiment, je dirais presque assez rudimentaires, mais que vous allez pouvoir tester, qui donnent des résultats, là encore, quasi immédiats. La première chose, c'est de couper toutes les sollicitations extérieures. Alors je sais qu'on est dans un monde où c'est assez difficile, parce qu'on est tous ce qu'on appelle interconnectés. Ben, on peut parfaitement prendre le choix, la décision, de dire, voilà, pendant cette séquence de 1 heure, 45 minutes d'apprentissage, je vais couper tout. C'est-à-dire l'Internet, couper le téléphone portable surtout, mais aussi, je vais peut-être vous surprendre, couper aussi la musique. Alors, il y en a certains qui vont me dire, oui, mais alors, quand j'écoute de la musique, j'ai l'impression que je suis plus actif. Alors, ça peut être vrai, mais dans certaines circonstances particulières. C'est-à-dire qu'on sait que certains rythmes musicaux, notamment certaines musiques baroques, ont des effets rythmiques qui peuvent avoir un effet de mémorisation. C'est un fait, on le sait aujourd'hui. Le problème, c'est que ça n'est quasiment pas le cas pour la plupart du temps. On utilise une autre musique, souvent un peu plus dynamique, plus entraînante, etc. Eh bien, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une partie de notre cerveau qui est attirée par la musique, qui trouve presque même un certain plaisir, le plaisir d'écouter de la musique, ce qui est bien humain et naturel. Mais la concentration de la pensée, qui elle doit se focaliser sur justement l'apprentissage, eh bien elle peut être perdue, on estime qu'on peut perdre jusqu'à 20 à 30% de notre focalisation de pensée sur notre cours par exemple, avec simplement une écoute musicale. Alors c'est dommageable. Eh bien je vais vous inviter à vous débarrasser de cette habitude d'écouter notamment autre chose de la musique. Alors, il y en a certains, ils vont même plus loin. Il y a la télévision qui fonctionne, ils vont apprendre dans un lieu où il y a du brouhaha et plus tomber. Parce que votre mémoire en souffre. Là encore, on a une perte d'informations transportées par les capteurs sensoriels qui là est absolument considérable. On ne peut pas la quantifier, mais c'est considérable. Ne vous étonnez pas que vous rencontriez les pires difficultés. Le silence reste toujours et encore la base de l'apprentissage concentré. Se réapproprier la notion de silence, c'est quelque chose d'absolument essentiel et de fondamental. La mémoire fonctionne de manière bien plus optimale dans des états de silence et de calme. Toutes les sollicitations extérieures étant fermées, c'est-à-dire écartées, eh bien votre conscience, votre esprit, votre pensée, votre focus peuvent largement décupler leur puissance dès lors que vous avez quelque chose à apprendre. Et on sait maintenant que quelque chose qui peut par exemple nous sembler ardu, au lieu de passer 2 heures, 3 heures, 4 heures à réviser, eh bien 45 minutes d'un apprentissage, en tout cas d'une information que nous devons apprendre,
et qui va être dans un état de concentration dense, tel que je vous le conseille, eh bien, suffisent pour que l'information soit stockée de manière indélébile dans la mémoire. Voilà pour ces conseils. Et puis, je vous souhaite de faire des progrès dans votre mémoire. La mémoire, on peut la faire progresser et la développer à tout âge. Ça n'est absolument pas une fatalité. J'ai gagné moi-même des championnats d'hypermémoire dans les années 80. Alors, comme je vous disais au départ, j'ai rencontré les pires difficultés. Donc, ça existe, ça marche. Et eh bien, si cela vous convient, vous pouvez à ce moment-là progresser et par une méthode que j'ai mise au point qui s'appelle Objectif Super Mémoire et je vous conseille de la suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci de votre attention.